Ton portefeuille crypto aussi saigne abondamment ce mois de février? Tu te demandes si la chute est enfin terminée et si le prix du Bitcoin va enfin remonter? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le mercredi 26 février 2025 et aujourd'hui on va décrypter ensemble l'actualité crypto et faire une analyse technique du Bitcoin et de l'Ethereum. Alors, est-ce que tu es prêt? On va commencer. Alors j'en profite pour te rappeler que si mes vidéos te sont utiles, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Alors oui, le marché est un petit peu plus vert aujourd'hui que ce début de semaine. Oui, ça fait plaisir, mais bon, après la dégringolada qu'on vient d'essuyer, c'est une maigre consolation. Le Bitcoin est toujours à moins 3,6% par rapport à hier, donc on n'est pas tant remonté que ça. Certains alts se sont relevés, c'est vrai, mais il faut le dire clairement, ce n'est pas la majorité. D'ailleurs, sur l'indice de la peur et de la cupidité, on est toujours à 26, donc toujours dans la peur. Mais en même temps, c'est normal. Le Bitcoin vient de chuter de manière drastique, tout le marché a chuté et n'est pas remonté assez pour nous redonner confiance. Et là, si on regarde à un an, en mars 2012, nous étions dans l'extrême cupidité à 92. Justement, regardons comment le Bitcoin et l'Ethereum ont performé sur les différents mois ces dernières années. Puisqu'effectivement, normalement, le mois de février est un mois historiquement haussier. En moyenne, depuis 2013, le Bitcoin enregistre une hausse de 13,45%. Là, nous enregistrons pour l'instant, parce que le mois n'est pas encore terminé, il se terminera dans 2 jours, une baisse de 13,08%. L'an dernier, on a enregistré une hausse de 43,55%. Alors, c'était la sortie des ETF. Quand on regarde 2021, par exemple, on était à plus 36%. Et 2021, rappelons-le, c'était aussi l'année du bull run. Donc si on regarde de bull run à bull run, 2021, 36,78%, 2017, 23%, 2013, 61%, et 2025, moins 13%. Effectivement, c'est plutôt décevant. Quand on regarde Ethereum, c'est encore pire. Moins 24% sur le février 2025. Alors qu'en 2024, plus 46%. Si on regarde par rapport aux années du bull run, 8% en 2021, plus 48% en 2017. Donc ce mois qui historiquement est haussier, cette année, pour l'instant, nous a beaucoup déçus. Alors est-ce que l'entrée des institutionnels dans le game fait que le bull run est perturbé, que le cycle est peut-être un peu décalé? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Ensuite, on commence avec les news. Donner un petit peu d'opium. On a Eric Trump qui clame haut et fort « Buy the dips ». Alors dans le monde de la crypto, ça veut dire que quand il y a une chute, au lieu de se lamenter sur son sort, ce qu'il faut faire, c'est racheter, puisque c'est une belle opportunité de rentrer à un prix convenable. Effectivement, quand le Bitcoin est à 100 000 $, tout le monde se plaint de ne pas pouvoir en acheter, que c'est trop cher, que ça ne va pas offrir des potentiels multiplicateurs assez élevés. Mais quand c'est à 85 000 $, tout le monde a peur, personne ne va acheter parce que tout le monde se dit que ça va cracher, tout le monde se dit que ça va aller encore plus bas, alors que pourtant, c'est une opportunité d'entrée. Et si ça continue de chuter, on rachète encore. C'est la mentalité qu'il faut avoir. News suivante, BlackRock a déposé 18 000 Ethereum, équivalent de 44 millions de dollars, et 1800 Bitcoin, équivalent de 160 millions de dollars, sur Coinbase. Alors attention, ça ne veut pas dire que ces Ethereum et ces Bitcoins vont être vendus, puisque BlackRock utilise Coinbase comme custody, c'est-à-dire qu'en gros, ils l'utilisent comme gardien de leurs fonds. C'est Coinbase qui détient les Ethereum et les Bitcoins de BlackRock. Donc au final, on ne sait pas vraiment si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Est-ce qu'ils vont les vendre? Généralement, quand ils achètent, ils les achètent en OTC, c'est-à-dire over the counter. C'est pas sur des exchanges, c'est pas voilà, ils le font sur des marchés parallèles sur lesquels ils peuvent acheter tranquillement sans trop perturber le marché, sans créer des grosses mèches qui pourraient faire soit chuter, soit monter le marché artificiellement pendant quelques minutes. Donc on ne sait pas vraiment, mais la plupart des analystes pensent que c'est pour du stockage en custody. Alors news suivante, après avoir abandonné les poursuites contre Coinbase, la SEC abandonne maintenant les poursuites contre Uniswap Labs. On rappelle, Uniswap, c'est une plateforme d'exchange, de swap crypto-monnaie, qui était donc en procès contre la SEC depuis quelques années. Depuis l'élection de Donald Trump et qu'il y a des directives clairement pro-crypto, la SEC abandonne la plupart des procès qu'elle avait contre les institutions crypto. News suivante, on voit que les hackers de Bybit sont en train de laver leurs fonds. Ils ont transformé une partie de leur Ethereum en Bitcoin. Et là, on voit toute l'arborescence en fait qui est déployée pour pouvoir, en tout cas, essayer de perdre les enquêteurs qui sont en train de traquer les fonds pour essayer de soit les geler, soit les récupérer. Alors récupérer, ça va être compliqué, mais au moins geler les fonds, parce que si jamais ces fonds arrivent sur des plateformes partenaires ou qui veulent en tout cas jouer le jeu, ces enquêteurs font le maximum pour pouvoir bloquer les fonds. Forcément, les hackers déploient un stratagème de blanchiment d'argent, d'arborescence compliquée, pour pouvoir effectivement bénéficier de ces fonds. Parce que hacker, c'était une chose, alors c'était déjà très dur, et maintenant, il va falloir aussi pouvoir utiliser les fonds. Alors, news suivante, c'est le top 70 des sociétés cotées en bourse qui détiennent du Bitcoin et la quantité qu'ils détiennent. Alors, on voit évidemment MicroStrategy qui accumule depuis 2017 du Bitcoin, qui en détient donc 500 000. Donc, on voit les suivants, Marathon, Riot, Tesla. Et au total,
ces sociétés, donc cotées en bourse, détiennent 656 762 bitcoins. Grosse majorité chez MicroStrategy, enfin Strategy, pardon. C'était une news bullish, mais quand on regarde effectivement le pourcentage d'adoption en 2025 du Bitcoin, on se rend compte qu'on est encore qu'à 3%. Alors c'est bien de voir des sociétés qui en achètent, etc., des États qui commencent à considérer Bitcoin pour une éventuelle réserve stratégique. Ce qui est super encourageant, c'est de se rendre compte qu'en fait on n'est qu'à 3% d'adoption. C'est ridicule, c'est l'équivalent de l'Internet en 90. En 90, moi je me rappelle en 90, j'avais AOL, CompuServe avec mon modem 14400 là, qui faisait un bruit infernal, mais qui manque aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qui est devenu Internet, on se dit waouh, alors si Bitcoin effectivement n'en est qu'à 3%, imaginez ce que ce sera dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Hyper encourageant pour la suite. Vous l'aurez compris, je suis un crypto-believer. Alors ensuite, on a maintenant Grayscale qui a déposé une demande d'ETF pour Polkadot. Et oui, après Dogecoin et Ripple, maintenant, c'est donc une demande pour Polkadot. On se demande vraiment où ils vont s'arrêter. Hein. Alors autant Dogecoin, bon, pour moi, c'est un même, je vois pas trop l'intérêt. En revanche, Polkadot, il y a un vrai projet derrière. Vous savez, Polkadot, c'est une blockchain qui avait pour but de faire la liaison entre les différentes blockchains. Donc rendre le bridge entre les différentes blockchains plus simple, plus intuitif et plus rapide. Donc que Grayscale demande un ETF sur Polkadot, c'est pas non plus complètement déconnant. News suivante, 570 millions de dollars, enfin d'USDC, donc de dollars numériques, ont été déposés sur Coinbase. Ça veut dire que s'ils ont été déposés, c'est pour pouvoir les utiliser. Qu'est-ce qu'on fait avec du dollar ? On achète de la crypto. Donc pendant que nous, les petits retail, on est en train de paniquer et de vendre nos cryptos parce qu'on se dit « Oh là là, c'est bon, j'ai déjà assez perdu, j'arrête les conneries, je sors, je récupère le peu de fonds qui me reste », et ben on a les grosses baleines qui viennent et qui rachètent the deep, buy the deep, comme disait Eric Trump. News suivante, on a Mirana Ventures, qui est donc un gros fonds d'investissement, qui a déposé 600 millions de dollars d'Ethereum sur Bybit. Donc ce qui est intéressant, c'est que Mirana Ventures a acquis ces Ethereum en vendant du Bitcoin. Donc ils ont rotate entre le Bitcoin et l'Ethereum. Effectivement, c'est une bonne idée puisque le ratio entre l'Ethereum et le Bitcoin est à un bas historique. Donc effectivement, c'est un très bon moment pour passer du Bitcoin à l'Ethereum. Surtout que, on verra tout à l'heure en analyse technique, l'Ethereum a finalement pas trop mal tenu sur cette chute. La dernière fois que le Bitcoin était passé en dessous des 90 000 $, Ethereum, lui, il était descendu à 2 000 $. Cette fois-ci, Bitcoin est non seulement descendu en dessous de 90 000, donc sur les 88 000, mais Ethereum, lui, n'est pas descendu plus bas que 2300. 2380 même. Alors, dernière news, on a CZ, le CEO de Binance, qui nous rappelle un tweet de 2020 où il disait qu'il attendait impatiemment le jour où sortirait la news Bitcoin crash de 101 000 $ à 85 000 $. Ça, c'est en 2020. On est en 2025 et c'est arrivé. On a crash de même 110 000 $, 109 000 $ à 85 000 $. Et il l'avait prédit en 2020. Et là, aujourd'hui, donc du coup, il reposte, cette fois-ci, disant qu'il attend impatiemment le moment où on dira que le Bitcoin a crashé de 1 million de dollars à 985 000 $. Alors la performance, c'est pas la prédiction. La performance, c'est que Bitcoin a finalement atteint ce type d'objectif qu'on n'osait pas même rêver il y a plusieurs années. Et pourtant, on y est. Bon voilà, c'était un petit peu d'opium en ces temps difficiles. On est encore bien dans le rouge. Mais si ça peut nous permettre de tenir encore un peu, on prend. Alors on se pose souvent la question, est-ce qu'on est encore en bull market ou pas? Est-ce qu'on est en bear market? C'était d'ailleurs le sujet de ma précédente vidéo. Est-ce qu'on est rentré dans le bear market? Est-ce que le bull run c'est fini, etc. Bon, pour moi, le bull run ça n'a jamais duré 1 mois, ni 2 mois. C'est un cycle. Le bull run dure généralement 1 an. Et vous savez, il y a des outils d'ailleurs qui permettent de mesurer si on est toujours en bull run ou pas. Si on a eu un indicateur qui nous dit que ça y est, on a eu un top de marché, c'est très facilement trouvable. Hein, il suffit d'aller sur CoinGlass et de regarder donc les bull market peak indicators. Donc c'est pour dire si est-ce qu'on a touché un top. Et donc CoinGlass répertorie 30 indicateurs différents qui vont indiquer si pour eux, le top a été trouvé. Et sur ces 30 indicateurs, aucun, je dis bien aucun, n'a marqué un top de marché pour l'instant. Est-ce qu'on est encore en bull run? Évidemment. D'ailleurs, on est sur le curseur gardé à 100%. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas vendre maintenant. Il faut garder ses bitcoins, ses cryptos. Le game n'est pas fini. Alors concernant les inflows et outflows des ETF, on a donc hier 937 millions de bitcoins qui sont sortis des ETF. Ils s'ajoutent donc aux 516 millions de la veille. On a donc 1,5 milliard de dollars sortis des ETF bitcoin. Sur Ethereum, c'est 50 millions de dollars. Ajoute aux 78 millions de dollars de la veille. Tout le monde va se dire « Oh là là, mais les ETF, ce sont des grosses institutions. S'ils sortent, ça veut dire que ce sont eux qui ont raison. C'est la panique, etc. » Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces ETF gèrent des fonds pour des clients. Donc, ce sont les clients derrière
qui vont leur dire d'acheter ou de vendre. Ils ne font exclusivement que ce que leur demandent leurs clients. De la même manière que ce ne sont pas eux directement, les ETF, qui font pumper le marché, ce ne sont pas eux directement qui font dumper le marché. Là, s'il y a des fonds qui sortent des ETF, c'est parce que le retail derrière, qui passe par ces ETF pour acheter de la crypto, décide de vendre, parce qu'eux-mêmes sont sujets à la panique ou au FOMO, comme vous et moi. C'est normal qu'en cette période de peur, il y ait des outflows des ETF, c'est tout à fait normal. C'est pas parce que des ETF vendent que ça veut dire que le marché et les institutionnels ont capitulé. Non. Les institutionnels, on les voit sur les data on-chain, comme je vous ai montré tout à l'heure, eux, ils achètent. On passe tout de suite au calendrier économique. Encore une fois, pas grand-chose aujourd'hui. Alors, c'est pas répertorié ici, mais aujourd'hui, il y a une news très importante. On reçoit les chiffres de Nvidia. Et attention, Nvidia, c'est 6% du SP500. Et Nvidia fait partie du pôle tech du SP500. Et le pôle tech du SP500 représente 36% du SP500. Donc si Nvidia tremble, c'est tout le SP500 qui tremble et donc tout le marché qui tremble. Et par extension, tous les actifs à risque. Donc nos fameuses crypto-monnaies. Si vous tradez les crypto-monnaies aujourd'hui, attention. Les crypto-monnaies ou autre chose d'ailleurs. C'était tout pour les news, on passe tout de suite à la partie trading. Et donc on constate qu'on est bien venu racler une bonne partie des liquidations qui est en dessous, mais attention, il y en a encore énormément en dessous de 80 000 $. Donc entre 79 et 76, 75 000 $. Et finalement, quand on était ici à 95 000, on disait bon, c'est loin, on n'ira jamais. Maintenant qu'on est entre 85 et 88 000 $, finalement, c'est plus très loin. Hein. Donc il y a encore de la marge pour descendre plus bas. Alors est-ce que ce serait cette dernière frayeur dont on aurait besoin pour pouvoir lancer le bull run, le vrai bull run, la vraie partie parabolique que tout le monde attend, que moi j'attends impatiemment et que je refuse d'accepter que le bull run soit terminé tant qu'on n'aura pas eu cette phase-là, parabolique. Et on va essayer de voir ça un petit peu en analyse technique. Et alors quand on regarde le Bitcoin en daily, donc je le rappelle, daily ça veut dire que chaque bougie représente une journée. Donc là c'était lundi, là c'était mardi et là c'est aujourd'hui. On se rend compte qu'effectivement on a traversé une zone de support qui avait jusqu'à présent bien tenu. Et donc on est descendu, pas atteint le support suivant, qui est donc le Fair Value Gap Daily qui est en dessous. Et on a vu qu'ici, on avait également plein de liquidités. Je vais le tracer, hop, le Fair Value Gap qui est là. Donc le Fair Value Gap, ce que je vous disais, c'était entre 3 bougies, hop, et c'est une zone où les 3 bougies ne se chevauchent pas. La retracer comme il faut, vous expliquer. Donc, vous voyez, il y a 1, 2, 3 bougies, et donc entre le bottom de celle-là et le top de celle-là, le prix n'a quasiment pas été contesté. C'est-à-dire qu'ici, il y a une forte pression haussière. Comme ici, il y a une forte pression haussière. Donc ce sont naturellement des belles zones de rebond. Le prix aurait tendance à venir dans cette zone pour remonter ensuite. Si ça ne tient pas, ça irait chercher la zone suivante pour ensuite remonter. Et donc on a vu que sur cette zone-là, il y avait énormément de liquidités à aller chercher. Donc c'est pas exclu qu'on vienne ici pour repartir plus fort. Est-ce que ça remettra en question le bull run? Si on dézoome un petit peu, bon, vous voyez que même si le prix fait ça et ça, on est toujours en forte tendance haussière. Hein. Là, on est juste dans une zone d'accumulation. On avait la zone d'accumulation de l'année dernière qui avait duré presque 8 mois. Et là, donc effectivement, cette zone d'accumulation en plein bull run après l'explosion des élections, c'est vrai que c'est pas commun. Généralement, on a parabolique, une petite consolidation, explosion, petite consolidation, explosion. Là, ça prend un peu plus de temps. Je pense que c'est effectivement à cause des institutions. Mais bon, le bull run n'est pas fini, quoi. En tout cas, rien ne laisse à penser cela pour l'instant. Et je vous disais tout à l'heure que l'Ethereum par rapport au Bitcoin avait plutôt bien tenu. Et clairement, vous voyez, l'Ethereum est bien descendu, mais il n'a pas atteint sa zone de support en dessous. Il n'a pas non plus traversé, alors que Bitcoin, lui, ça a été le cas. Alors, l'Ethereum est déjà bien bas, hein, donc ça aurait plongé plus bas, ça aurait été vraiment difficile. Mais il a quand même fait preuve de résilience par rapport au Bitcoin face à cette chute. C'est plutôt encourageant pour l'Ethereum. Et alors, pour le trading sur le Bitcoin, j'ai tracé mon previous day low, previous day high. Quand on zoome un petit peu en 1 heure, vous voyez que j'ai tracé toutes mes zones, donc mes fair value gap, mes zones de résistance, mes zones de support. Donc là, effectivement, ce qui est un petit peu effrayant, on va passer en 5 minutes, c'est que on n'a quasiment pas de support entre ici et 86 000, donc c'est le previous day low. Effectivement, il y aura ici des liquidités à aller chercher, donc si on descend, il y a une probabilité de rebond ici. Mais vu qu'il y a une belle zone en dessous, il est probable qu'on vienne directement chercher les 85, voire 84, 83, 500 pour remonter ensuite. Là, pour l'instant, ce qui fait peur, c'est qu'on a plus de zones de résistance que des zones de support. Clairement, mon scénario court-moyen terme n'est pas haussier. Je pense sincèrement qu'on n'a pas fini de se faire peur et qu'on peut encore descendre plus bas. Parce que là, dans le premier scénario où on montrait
on serait rejeté dans ces zones-là, on irait rechercher dans ces zones-là. Et ça, c'est dans l'hypothèse où on arriverait à monter un petit peu. Et vu que le marché est tellement fragile, vous voyez, après cette chute, il n'y a pas eu de rachat instantané. On descend en escalier. Le marché est encore très faible. Et on pourrait directement redescendre avant même d'essayer d'aller chercher dans ces liquidités-là. On pourrait directement descendre, hop, aller chercher ici, voire plus bas. Comme je vous montrais, il y avait des liquidations à prendre, des liquidités à prendre encore plus bas dans la zone des 80 à 75 000 $. Donc accrochez-vous, serrez les dents. Les beaux jours ne sont pas encore tout de suite devant nous. Et ça va venir, rassurez-vous. Alors pour récapituler, si le prix arrive dans ces zones-là, moi j'irai chercher un short. D'ailleurs on voit que ça a bien réagi une fois, deux fois. Je me mets généralement sur la moitié de la zone de résistance. Hop, comme ça. Et voilà, et donc si le prix arrive dans ces niveaux-là, je parie à la baisse avec un stop loss au-dessus de la zone. Et si jamais ça traverse, tant pis, j'ai pris ma perte, je perds un R. Et je vais essayer de me repositionner au-dessus, donc sur cette zone-là, avec un stop loss au-dessus. Et si ça traverse encore, eh ben écoutez, je vais essayer plutôt par là, hop, où je vais rentrer dans une plus petite time frame pour avoir une entrée plus précise, ou au contraire, je peux rentrer un peu plus large comme ça, avec un stop loss au-dessus et un trade comme ça. Ça, c'est mon scénario du jour. Je vais plutôt chercher un short plutôt qu'un long. En revanche, si effectivement on descend directement, bon, je vais d'abord tenter ici, hop, un long dans cette zone-là, puisqu'on a des liquidités qui sont à prendre ici. Je me situerai à peu près comme ça, et j'irai chercher un long dans ces zones-là. Si on traverse, bah écoutez, je vais essayer de me positionner là-dedans. Je passe en plus petit time frame, donc là on est en 5 minutes, je passerai en 1 minute. Je vais aller chercher une pattern de retournement. On appelle ça vulgairement un shosh dans le langage SMC. Un shosh, c'est un change of character. Donc c'est une zone où le prix se retourne. C'est-à-dire que, vous savez, la théorie de Dow que je vous ai expliqué dans plusieurs vidéos, c'est que une tendance baissière, ce sont des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas. Et une tendance haussière, c'est l'inverse, ce sont des hauts ici, des hauts de plus en plus hauts avec des bas de plus en plus hauts également. Et donc quand en petite time frame, donc comme ça en 1 minute, on passe de l'une à l'autre, là par exemple, vous voyez, on était sur une tendance baissière avec des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas. Ici tout d'un coup, donc on fait un bas encore plus bas, mais là, un haut plus bas que celui-là, mais là on fait un haut plus haut que celui-là. Donc ici, là, entre là et là, on a un change of character. C'est-à-dire que là, on repasse théoriquement en tendance haussière. Tant que ce bas ne va pas plus bas que ce bas-là, eh ben, on peut effectivement chercher un long et donc un pari à la hausse. Et c'est exactement ce que j'essaierai de chercher si jamais on descend plus bas. Donc moi, je fais comme ça, je me mets en 5 minutes, je regarde le prix. Là, il y a un niveau précis, je vais tenter un long ici. Hop. Si je me trompe, je mets un stop loss comme ça à peu près. Si je me suis trompé, je prends un perte, c'est pas grave. Et là, comme la zone est trop vaste, je ne saurais pas comment placer mon entrée, je ne saurais pas comment placer mon stop loss. Donc du coup, je vais attendre et je vais chercher une pattern de retournement de manière à rentrer un peu plus efficacement. J'aime pas prendre des trades avec des grands stop loss comme ça. Moi, en fait, je fais pas du swing. Hein. Je n'aime pas prendre des trades qui vont durer plusieurs jours, plusieurs semaines. J'estime que c'est déjà compliqué de prédire ce que le prix va faire dans les 5 prochaines minutes. Alors prédire ce qu'il va faire dans les 5 prochains jours ou semaines, les mecs qui arrivent à faire ça, bravo quoi. C'est pour ça que je scalpe, je trouve ça plus simple et je vais chercher des entrées plus précises. Si je me trompe, que ça traverse et que le prix atteint cette zone-là, je vais chercher une pattern de retournement et je vais rentrer dedans. C'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a été utile, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!